Silence plateau, moteur. Ça tourne et... action! Bienvenue dans Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son. Et bienvenue dans ce tout premier épisode de Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son. Et comme c'est le tout premier épisode et que c'est un podcast dédié à la post-production, au montage, et bien quoi de mieux que de définir ensemble, de prendre le temps, voilà, on verra combien de temps ça prendra, de prendre le temps, de définir ensemble ce qu'est le montage. Donc, rappel des faits pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté la note d'intention, qui ne se serait passé. Pourtant, c'est peut-être le podcast le plus court que j'ai enregistré, parce que c'est censé être une sorte de bande-annonce. Donc, je me présente, je suis Eddy, et je suis un expert en post-production depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai bossé en milieu télévisuel. Donc, c'est à la fois, j'ai été sous-traitant. En même temps, j'ai porté moi-même des projets d'émission et j'ai eu l'occasion aussi de produire de nombreuses publicités et de travailler dans le milieu, on va dire, institutionnel des entreprises corporate et plus particulièrement le milieu toulousain avec ce que ça amène de projets aéronautiques. Voilà, les bases sont posées, donc ça c'est pour la légitimité. Et à côté de ça, j'enseigne toujours depuis une dizaine d'années dans de multiples campus en Occitanie, et j'interviens aussi dans des centres de formation, donc autant dire que je connais plutôt bien le sujet. Aujourd'hui, cet épisode, et c'est pour ça que c'est le premier, c'est important de partir sur le point de départ, c'est-à-dire de définir ensemble ce qu'est le montage et plutôt l'acte de montage. Alors, même s'il s'agit de la petite histoire du montage, on va revenir en fait au point de départ. Déjà, la première question que je pose la plupart du temps, que ce soit dans les cours ou quand même je dispense cela dans des centres de formation, c'est de se poser la question, qu'est-ce que c'est que le montage ? Voilà, pour plein de gens, ça va être une notion de rythme, ça va être agencer des plans entre eux pour une idée de narration, mais si on définit ensemble le montage comme étant l'acte de couper nos plans ou les plans ou le plan avec une idée de faire correspondre une durée à une diffusion, on vient de définir ensemble ce qu'est le montage. Donc c'est-à-dire que la coupe, la nécessité de couper, est liée en fait à la spécificité du produit visuel, audiovisuel donné, c'est-à-dire qu'il va être diffusé. Et ça, on l'a depuis les origines. C'est-à-dire que tourner quelque chose sans qu'il soit diffusé ne rime à rien. C'est un petit peu comme produire de la musique sans que personne ne l'écoute. Personne ne fait ça. Donc ça aussi, c'est un dialogue que j'ai eu sur le côté podcast, sur le côté musique. Il n'y a personne qui s'enferme dans une pièce, soit seul, soit à plusieurs, pour composer ou reprendre des choses sans que personne écoute. Donc il y a vraiment la notion de plaisir, mais c'est l'idée de partager. Donc, depuis tout temps, il y a montage, il y a coupe, pour une raison de faire correspondre à une durée. Et cette durée, elle peut être soit liée en fait au support en lui-même de diffusion, donc à savoir télévisuel, à savoir plateforme de streaming, à savoir web, à savoir diffusion, projection en fait dans une salle. Donc il y a ces notions de durée parce qu'on va y réunir des gens ou des gens vont en fait se réunir pour regarder et il y a souvent donc la durée qui est liée à une deadline, à une grille de programmation, etc. Donc depuis le départ, il y a cette idée de durée. Donc on retient bien, et c'est ce que je dis la plupart du temps, si pour vous monter c'est faire un bout à bout, techniquement, les amis, vous faites des PowerPoint. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire que si c'est mettre une enfilade de plans sans qu'il y ait un acte, en fait, de coupe pour aller chercher ce qui est important dans le plan et le faire correspondre à une durée, je suis désolé les amis, si vous faites pas ça, vous faites pas du montage. Vous faites tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas du montage. Donc, comme je viens de le définir, et ça sera pour cet épisode qui est dédié à la petite histoire du montage, la deadline, la diffusion est quelque chose qu'un monteur ou une monteuse doit prendre en compte dès le départ quand il fabrique un produit. Donc si on revient à l'origine de tout, voilà, qui dit diffusion dit déjà moyen de captation. Donc
ce qu'on va retenir, parce que comme je l'avais dit dans la note d'intention, je ne vais pas me mettre, j'arrive à le dire, je ne vais pas me poser comme un historien, comme un doctorant en fait sur mon métier, sur mon expertise, mais plutôt vous relever en fait des informations, voilà, les relier entre elles pour que vous compreniez en fait que quelque part, le montage, ça vient de là. Voilà, donc quand vous récupérez le pire truc qui soit, c'est quoi ? C'est-à-dire un reel auto-généré sur TikTok, il y a quand même une idée de diffusion, il y a quand même une idée de format, qu'on le veuille ou non, il y a eu une idée de coupe, enfin du moins j'espère pour ce type de support, pour que ça puisse être réceptionné par le public sur un smartphone. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, si on revient à la base de tout, donc avant qu'il y ait diffusion, avant qu'il y ait acte de coupe, il y a prise de vue, il y a tournage. Donc, on a tendance à prendre en compte cette date-là, c'est-à-dire 1895. Donc, si vous calculez bien, ça fait 130 ans. Voilà, qu'on sait capturer de l'image en mouvement. Je ne parle pas de la photographie, là je parle vraiment en fait de la prise de vue. Donc 1895, c'est l'invention en fait du cinématographe par les frères Lumière. Donc Cocorico, on peut se targuer, voilà, donc on peut se vanter d'être le pays du cinéma. Donc alors on l'a inventé, après ce qu'on en a fait derrière, ça c'est encore une autre discussion, peut-être qu'on l'abordera ici même à Shot & Cut, mais c'est pas le cas de figure de l'épisode d'aujourd'hui. Donc il s'en est fallu un poil de cul que le cinéma soit peut-être polonais ou même américain. Donc pourquoi c'est français ? C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet, et que dès qu'on devait aller déposer un brevet, c'était un peu complexe. Donc c'est-à-dire déjà que pour faire de l'espionnage industriel, il fallait se déplacer d'un pays à un autre, et ensuite pour déposer le brevet, c'est la même chose, il fallait utiliser les moyens de transport de l'époque. Donc à ces dates-là, juste avant, on peut noter qu'entre 1893 et 1894, c'est Thomas Edison qui met en place le kinétoscope. Mais il lui manque beaucoup de choses encore pour tutoyer, on va dire, l'entièreté du système mis en place par les frères Lumière ou Brother Light ou Los Hermanos de la Luz, voilà, si on le faisait en version espagnole. Et pour le côté polonais de la chose, nous avons Prosinski, qui lui avait mis en place le pléographe en 1894. Donc, ce cinématographe des frères Lumière, il va combiner à la fois un mode de projection, qui est lié à la bande magnétique cellulaire développée par l'américain George Eastman, donc ça c'est pour la projection, et on a la caméra cinématographe qui permet de capturer. Donc on a le moyen de captation, et au final le moyen de diffusion, et dites-vous bien que très rapidement, voilà, dès qu'on a pu capter quelque chose, on l'a transmis au public. Donc à cette époque-là, si on compte les 10 premiers films qui ont été projetés par les frères Lumière au public, dont les plus connus qui sont l'arrivée du train en gare de La Ciotat et l'arroseur arrosé. Donc si on prend ce cas de figure-là, quand il y a montage, le montage n'est pas encore un acte narratif. Le montage est lié en fait à un acte de durée de bobine, de durée de diffusion que l'on va vendre en fait au public. Donc c'est l'équivalent, techniquement je le fais encore aujourd'hui pour un client, c'est-à-dire ce qu'il me demande des fois de faire un master, c'est-à-dire de couper le début, quand il y a une captation, le début et la fin, et ensuite de pousser ça derrière pour qu'il puisse y avoir des remarques. Donc, au final, ce qu'ont proposé en fait les frères Lumière, c'est ce qu'on appelait des plans séquences. Voilà, c'est quasiment du tourné-monté, mais là on était plus sur du plan séquence. Et pour la petite anecdote, comme quoi rien ne change depuis tout temps, quand l'arrivée du train en gare de La Ciotat a été projetée, il y a dans le public des gens qui ont eu des malaises, parce que en fait ce plan séquence, voilà, ce film plan séquence, ça montre l'arrivée d'un train en gare, donc le train à un moment donné arrive vers le spectateur. Et les gens ont cru vraiment, à l'époque, que le train allait leur arriver dessus. Comme on pourrait relier ce fait-là, d'autres personnes tombent mal à l'aise en regardant notamment des films d'horreur. Donc il y a certains Paranormal Activity où on a toujours une anecdote, voilà, dans le monde, comme quoi quelqu'un serait tombé ou aurait eu un malaise en fait en regardant le film en salle. Comme quoi, donc là, on l'a eu aussi sur les Terrifier dernièrement, donc il y a toujours ce côté-là où le film impressionne, et gardez aussi en tête que c'est pas pour rien,
et ça on va remonter un petit peu avec le film de Ruggero Deodato qui est Cannibal Holocaust, quand il fait un espèce de faux documentaire sur la jungle d'Amazonie et notamment les cannibales qui y vivent. Il y a toujours ce côté-là, et on pourrait relier aussi Percy Fawcett, l'explorateur, où quand on se balade avec une caméra dans des peuplades reculées, les sorciers de ces villages-là ont toujours peur de la photo et de la caméra, parce que pour eux, voilà, historiquement, c'était enfermer l'âme de l'humain à l'intérieur. Donc il y a aussi ce raisonnement, voilà, pour ceux et celles qui auraient vu le dernier Damien Chazelle, Babylone, il y a cette réflexion-là sur l'immortalité de l'interprétation et de l'acteur vis-à-vis du support film. Voilà, donc là je vous glisse, donc prenez-en l'habitude aussi. C'est pas parce qu'on n'y parle de technique qu'on ne fera pas de référence à des œuvres. Voilà, donc comme ça au moins ça vous fait déjà une to-do list de films qui réfléchissent sur le médium du support cinématographique lui-même. C'est pour ça que Babylone c'est une pépite à ce niveau-là. Donc à cette époque-là, et on peut y rajouter aussi guère de temps après, donc on est moins d'une dizaine après, on peut y rajouter le français Georges Méliès, qui est notre sorte de pré-James Cameron, de proto-Steven Spielberg, qui, en s'inspirant des propos et des livres de Jules Verne, portait déjà en 1902 Le Voyage dans la Lune et en 1907 20 milieux sous les mers. Donc lui était déjà, on va dire, à Jules Verne ce que Frank Darabont est à Stephen King, hein, le réalisateur des Évadés, de La Ligne Verte et de The Mist, c'est-à-dire qu'il adaptait ses écrits. Et ce qui est intéressant déjà avec le cas de Georges Méliès, c'est que même si on n'a pas encore cette idée de rythme à la coupe, il y a déjà cette notion, ça on y reviendra dans de futurs épisodes, de mate painting, de FX réalisé au tournage, on pourrait rajouter Ed Wood derrière, donc on a déjà ce côté-là, du côté français, voilà, j'ai dit plusieurs fois côté dans la phrase, donc retenez bien, il s'en est fallu de peu que ça soit la Pologne ou les États-Unis d'Amérique qui soient les porteurs, les inventeurs du cinéma. Donc ça, nous, on a pu le faire avec les Frères Lumière. Et autre nom à retenir, c'est Georges Méliès, qui lui, à l'image d'un Guillermo del Toro de l'époque, est déjà en train de mélanger prise de vue réelle et SFX, qui sont sommaires, certes, on pourrait le rapprocher du King Kong qui arrivera en 1933, mais effectivement, il y a déjà cette notion de surréalisme, et ça préfigure aussi derrière l'expressionnisme allemand qui arrivera assez rapidement. La notion de rythme, ou plutôt de narration, on va plutôt parler de narration, elle arrive avec celui qu'on considère comme étant le père du montage moderne, c'est-à-dire le russe Sergei Eisenstein, voilà, qui lui a vécu de 1898 à 1948. Donc on n'est pas non plus sur quelqu'un qui vit une centaine d'années, mais ce qu'il a travaillé très rapidement, pour lui, c'est l'enchaînement des plans. C'est-à-dire que Eisenstein a expérimenté des choses, on va prendre l'exemple de 2 plans, admettons que vous filmiez une personne, en fait, voilà, de face, que vous la mettiez bord cadre sur la gauche, et que, d'un coup, dans le plan, elle lance un regard vers la droite. Voilà. Et que vous ayez un deuxième plan, et que vous ayez un objet qui tombe d'une table en plan fixe. Donc, si on prend ces 2 plans, et ça c'est tout le travail d'Eisenstein, c'est de travailler sur la notion de raccord. C'est-à-dire que si dans mon premier plan, je regarde vers la droite et que j'y mets cet objet ensuite dans le plan suivant qui tombe, on peut suggérer le fait que la personne a vu cet objet tomber. Voilà. Alors que si on inverse les 2 plans et qu'on met l'objet qui tombe et ensuite la personne qui regarde, on peut dire qu'en termes de temporalité, l'objet a provoqué le regard. Donc, il y a bien déjà, et ça je le travaillerai dans un épisode, ce lien de raccord, c'est-à-dire sur la règle des 180 degrés, la direction du regard en fait, cette ligne invisible. Donc ça c'est très important. Et bien comprendre que le raccord, ce n'est pas une transition. La transition est un effet, un bout de scotch que vous allez rajouter, voilà, entre vos plans pour forcer le raccord. Voilà à quoi ça sert une transition. Mais normalement, le raccord est naturel, et le raccord, c'est le lien entre le plan précédent et le plan suivant, et ainsi de suite. Voilà. Donc lui, Eisenstein va travailler dans un premier temps sur le lien entre les plans, leur causalité en fait, et leurs effets, et interviendra ensuite le rythme. À retenir sur ces premières expérimentations,
son œuvre, et quelle est-elle? Donc vous avez en 1925 La Grève, suivie du cuirassé Potemkin, et ensuite, en 1945, vous avez Ivan le Terrible, et ça c'est la première partie, parce que ce qu'il faut savoir avec la deuxième partie, vous avez Ivan le Terrible 1 et Ivan le Terrible 2, c'est qu'elle sort la deuxième partie en 1958, et c'est à titre posthume. Donc voilà aussi une autre force du montage, comme un peu en musique, vous pouvez mourir, avoir enregistré, et d'autres peuvent reprendre, on va dire, votre œuvre, et notamment au niveau du montage. Donc ça, c'est pour notre ami russe, Sergei Eisenstein, donc à qui l'on doit la paternité de ce sens de la narration. Maintenant, on verra que les notions de rythme appartiennent à d'autres personnes. Et vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qui se passait pendant que Eisenstein était en train d'expérimenter là-dessus? Aux États-Unis, nous avions D.W., comme dirait, ou D.W. Griffiths, qui posait déjà en 1915 avec Naissance d'une nation, je vais le redire un petit peu plus, voilà, cette idée de conjointe de j'enchaîne les plans sur la timeline, alors c'était pas une timeline, parce qu'on est sur du montage analogique, voilà, donc on est en lien direct en fait avec le banc, c'est un banc de montage analogique sur la pellicule, et lui en 1915, avec Naissance d'une nation, il travaillait et le rythme et la narration. N'oubliez pas aussi, autre intervention importante dès le début du siècle dernier, c'est aussi Monsieur Charlie Chaplin, avec notamment en 1931 Les Lumières de la Ville, en 1936 Les Temps modernes, et en 1940 Le Dictateur. Voilà. Pour ceux et celles qui pratiquent déjà le métier comme moi, vous êtes en train de voyager un petit peu aux grandes heures de vos cours universitaires, ou même de tout ce qui était technique d'analyse filmique ou histoire du cinéma pendant votre BTS audiovisuel. Celui qui enfoncera le clou côté américain, on va dire en termes de je réduis à la coupe pour des notions de rythme et de narration, c'est bien entendu l'inévitable Orson Welles et son Citizen Kane en 1941. Voilà. Donc, gardez en tête qu'aussi Orson Welles était quelqu'un qui venait du théâtre. Donc, forcément, n'oubliez jamais le terme aussi, parce que souvent on parle de metteur en scène et de réalisateur, il y a quand même une légère nuance entre le réalisateur et le metteur en scène. Le metteur en scène a plus tendance à venir du théâtre et à s'occuper du jeu d'acteur, alors que le réalisateur va plus avoir tendance à guider du coup ses acteurs sur un décor en s'occupant de la mise en lumière, de l'objectif caméra, etc. Donc il y a des petites nuances et peu sont capables de combiner ces deux nuances. Voilà. Par exemple, Steven Spielberg est dans cette capacité-là. D'autres le sont un peu moins. Si vous regardez bien, par exemple, un Kubrick, c'est toujours plein d'avoir à gérer les acteurs sur le tournage, parce que lui a plus une posture de réalisateur. C'est pour ça que on aurait été curieux de voir, s'il était encore en vie, ce qu'il aurait pensé des IA génératives de vidéos et d'images sorties dernièrement. Donc ça, c'est pour le côté américain des choses. Mais en parallèle, voilà, parce qu'il faut toujours mettre un parallèle. Donc là, on a cité, du coup, la France, nous avons cité les États-Unis, on a parlé de la Russie, mais qu'est-ce qui se passe aussi en Allemagne ? En Allemagne, il ne faut pas oublier ce courant qu'on appellera l'expressionnisme, où on force en termes d'éclairage, en termes de décor, les perspectives ou le jeu d'acteurs, parce qu'on a une Allemagne, en fait, qui sort d'une défaite, celle de la Première Guerre mondiale, et ce courant va vraiment se passer, en fait, c'est ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres, et elle a eu de lourdes pertes, donc elle est plutôt en posture de s'excuser, donc il y a tout un trauma qui va ressortir dans les arts, donc art graphique, mais surtout qui va donner un courant majeur en termes d'expression visuelle, un courant qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le travail, par exemple, du plus évident qui est Tim Burton, mais aussi du côté de chez Guillermo del Toro. Donc, si on devait retenir deux noms, on a Murnau et on a Fritz Lang, voilà, qui vont être vraiment les deux vecteurs du courant, mais essentiellement Fritz Lang. Donc Murnau, notamment, avec une variante du livre de Bram Stoker Dracula qui s'appelle Nosferatu, ça c'est pour 1922, et ensuite Fritz Lang, lui, va prendre le lead avec M le Maudit en 1931, qui posera les codes en fait du film noir, mais surtout avec Metropolis en 1927, qui est, on va dire,
une sorte de pré-Avatar, si on regarde bien. On est, ou une sorte de pré-Interstellar, on est vraiment sur une vision dantesque, voilà, donc ça, je le projette souvent à mes étudiants, et ça, je vous le conseille, si vous avez jamais vu, prenez un peu de temps de votre vie, alors ça fait plus de 2 heures, bien entendu, pour un film de l'époque, hein, donc c'est, on va dire, pour l'époque, une giga-production, avec tout ce que ça implique en termes de décor et de durée. On est, quelque part aussi, sur une volonté de reprendre le travail de Méliès et de l'amener à un autre niveau. Et ça, c'est seulement, si vous regardez bien, pour les 30 premières années de l'existence du support cinématographique. Donc ça, c'est pour 1927, et on pourrait faire aussi un petit clin d'œil à Francis Ford Coppola, qui dernièrement, même si s'est cassé la figure avec ça, a porté pendant des années une sorte d'hommage à Metropolis, qui est Mégalopolis. Hein. C'est pas pour rien que ça en reprend plus ou moins les mêmes codes, et quasiment dans le nom, en fait. Hein. Donc, à côté de ça, on va revenir, là on part de l'Allemagne, et on revient à peu près à la même période au niveau des États-Unis. Parce que si Eisenstein, c'est le père de la narration, je pense que Hitchcock, c'est le père du rythme, et aussi de l'exploration de différentes techniques de dramaturgie qui ont lieu en post-production, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler le montage alterné, le montage en parallèle, le split screen pour le côté écran partagé. Alors pas forcément le jump cut, ça c'est plutôt francophone, mais Alfred Hitchcock, il est le père de toutes ces expérimentations, et ce que je n'arrête pas de répéter aussi, c'est qu'il n'y a rien de nouveau en termes de technique de montage depuis le travail d'Hitchcock. Donc Hitchcock, sa carrière, ça commence en 22, on a tendance à l'oublier. Et il arrive à l'apogée de son art avec La Corde en 1948. Pourquoi La Corde, c'est important ? Parce que La Corde, ce film-là, le principe, en fait, c'était de travailler, en fait, le plan séquence, ou du moins de le maquiller. Donc, avec les techniques de l'époque, qu'a fait Hitchcock ? C'est-à-dire que pour pouvoir prolonger comme telle une corde, c'est pour ça qu'il y a le côté un petit peu méta qu'on retrouve aussi chez Christopher Nolan, hein, que la technique nourrisse le script et le script la technique. Donc, pour pouvoir prolonger indéfiniment ses plans, il a utilisé à son actif le noir et blanc, et surtout les déplacements de caméra derrière des objets ou des silhouettes obscures pour pouvoir faire repartir le plan à cette coupe qui est masquée dans le noir, en fait. Et cette technique-là, de pouvoir masquer la coupe, voilà, par le déplacement de la caméra dans une zone obscure, c'est un peu le nerf de la guerre aussi de réalisateurs comme Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, depuis tout temps, et même depuis Les Fils de l'Homme jusqu'à Gravity, n'a eu de cesse que de travailler quasiment des films en plan séquence, ou le plan séquence ultime faisant film. Et ça, c'est Gravity. Et on remarquera que la coupe, même si elle est numérique, elle a lieu quand la caméra se déplace autour, voilà, du lieu, de cette espèce de huis clos dans l'espace, derrière la station orbitale, en fait. Donc, si on prend aussi l'autre exemple des films d'action modernes, notamment les Tyler Rake sur Netflix, la coupe est truquée numériquement quand la caméra va passer à l'arrière-plan d'une voiture, à travers une fenêtre, derrière un immeuble, il y a toujours cette notion-là. Donc au final, les moyens techniques ont évolué, mais la technique en elle-même, pas du tout. Parce que il y a ces codes de narration. Le montage, voilà, l'autre cas de figure, à quoi ça sert de couper ? Alors, hormis travailler les raccords, c'est aussi qu'on a une forme de narration. Voilà. Et là, on va prendre quelques minutes ensemble pour parler de cette narration. Si l'on considère que la relation qui lie un plan avec le suivant est la notion de raccord, ça veut dire que quelque part, on a une syntaxe et on va même avoir une grammaire qui vont nous permettre de faire passer une idée visuellement. On n'est pas l'essence même du cinéma, c'est tout l'inverse de ce qu'est le Marvel Cinematic Universe. Là où on va nous expliquer à grand renfort de dialogue, voilà, qu'il va se passer ça. À l'origine, gardez en tête que le cinéma, si on remonte à Chaplin ou autre, était muet, il fallait faire passer l'idée dans la suite de plans. En photographie, l'image parle. L'image nous dit, sans dialogue, ce qui se passe. Donc, si on part du principe que la photo arrive avant le cinéma, c'est une suite de photographies, donc cette suite de photographies a des codes narratifs qui fait que, sans le dialogue, elle puisse nous parler. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. À l'heure de l'hégémonie des plateformes, du MCU, des TikTok ou autres, de l'IA, regardez quasiment les premières choses
que font ces IA génératrices de vidéos, c'est pouvoir nous permettre de faire des facecam avec des avatars générés pour parler à notre place. C'est antinomique, et c'est pour ça que ce podcast est important, c'est antinomique avec la base de la création audiovisuelle et de la création cinématographique. On parle d'audiovisuel, donc le visuel a autant d'importance que l'audio, et des fois, quand on parle d'audiovisuel, on parle aussi dans l'audio de sound design. Donc le bruit a son importance. Et si on se réfère au travail qu'a fait George Miller, notamment sur sa nouvelle version des Mad Max, notamment Fury Road, vous verrez que les personnages parlent très peu. Mais on comprend tout. L'image fait sens. L'environnement sonore fait sens. Le bruitage a son importance, avant même le dialogue. Et dedans, voilà, Tom Hardy, alias Max Rokatansky, ne dit que peu de choses, mais il en dit suffisamment pour qu'on comprenne. Voilà l'importance, en fait. Donc, quand vous allez couper, vous allez vous adapter à une notion de durée pour une diffusion. Cette durée est liée à la diffusion, mais elle est liée aussi au rythme. On ne va pas faire durer indéfiniment un plan si on a déjà compris l'idée dès le départ. Voilà aussi cette notion de je coupe le plan, hormis la question de durée et hormis la question de narration. C'est-à-dire aussi, qu'est-ce que va raconter mon plan ? Si je le prends indépendamment, est-ce qu'il fait sens ? S'il fait sens avec le suivant, peut-être qu'il n'a pas besoin de durer aussi longtemps. Tous ces questionnements, c'est tout le questionnement que va avoir un monteur ou une monteuse avant d'attaquer son montage ou pendant son montage. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est long ou pas assez long ? Selon ma propre perspective, selon mon point de vue, selon, du coup, ma sensibilité, c'est-à-dire des choses, parce que nous sommes aussi un amalgame des choses que nous avons vues et que nous retranscrivons. Est-ce que Quentin Tarantino, quelque part, n'est pas l'exemple parfait d'une somme d'influences qui se retranscrit à l'écran ? Donc, on a fait une petite parenthèse, mais qui était importante, voilà, sur ce côté de la coupe, et de pourquoi on l'a fait, du sens du raccord ou autre. Donc là, j'ai pris le cas américain. Maintenant, je viens d'affirmer que depuis Hitchcock, il n'y avait pas de nouveauté. Gardez aussi en tête que Hitchcock est celui qui a mis en place un nouveau mouvement de caméra. Donc, là où il y avait les panoramiques, les zooms et les travelling, il a inventé, pour les besoins de sueur froide, alias vertigo, ce que l'on appelle soit l'effet vertigo, soit un travelling compensé, soit un travelling transversal, mais il a combiné en fait deux mouvements existants, c'est-à-dire un zoom avant avec un travelling inversé ou dans l'autre sens, et il a créé en fait ce sentiment de vertige qu'il avait besoin pour vertigo. Donc on parle quand même d'un bonhomme là, c'est pas n'importe qui. Donc on a parlé de ce cas de figure, mais à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau en montage ? Donc là, si on résume un petit peu à ce stade du podcast, donc on a vu qu'on coupait le début et la fin pour cette idée de projection, parce que gardez toujours en tête que on fabrique quelque chose, on tourne quelque chose, on le monte pour qu'il soit apprécié par les gens, parce que ça reste un art mercantile. Voilà, il faut pouvoir, parce que la technique a un prix, il faut pouvoir rentabiliser ce truc-là en le diffusant. C'est la naissance même de la salle de cinéma. Au-delà de raconter des histoires, on écrit un livre pour qu'il soit imprimé et pour qu'il soit lu. Et plus de fois il sera lu et acheté, ça en fera un best-seller. C'est la même chose, ce sont des arts mercantiles. Et si on rajoute le côté effets spéciaux qu'ont mis en place Méliès, qui a travaillé Griffiths aussi sur sa reconstitution, on a ce côté prestidigitation qui vient aussi, et c'est pas étonnant, que Guillermo del Toro rende hommage aussi au côté saltimbanque dans un film, et qui lui dédie un film noir qui prend place, en fait, dans un cirque itinérant. Parce que le cinéma a ce côté-là. Artisanat, prestidigitation, public qui paye pour voir une représentation. Donc, à côté de ça, quelle est une autre évolution notable ? On va avoir ce qu'on a souvent entendu, même un peu trop, depuis un certain temps, notamment au Festival de Cannes. Quand on parle de cinéma, quand on parle de la France, on parle des Frères Lumière et on parle de la Nouvelle Vague. Alors la Nouvelle Vague, c'est quoi ? Parce que à force de dire nouvelle, elle est plus tellement nouvelle. C'est en opposé. Alors, c'est lié aussi avec la révolution sexuelle du début des années 60, donc c'est vraiment lié avec un contexte même aux États-Unis. On va avoir le Flower Power, c'est en réaction en fait à la guerre du Vietnam, sauf que nous on précède légèrement. Donc on a ce côté révolution sexuelle, révolution culturelle,
Et nous avons en fait un mouvement contestataire des codes stylistiques traditionnels qui est mené par des gens de la critique, notamment des gens de la critique des cahiers du cinéma, qui sont Godard, Truffaut, Chabrol et Romer. Donc des gens en fait qui étaient un peu à l'image d'un Dario Argento, des critiques de cinéma, voire même des scénaristes, qui passent à la réalisation, mais avec une volonté de casser les codes, c'est-à-dire que on oublie la mise en lumière, on ne chiade plus les entrées-sorties de champ, donc on va directement dans un rendu brut, on peut même montrer le dispositif de caméra, et c'est là que naît en fait ce qu'on appelle le jump cut, voilà, qui est le saut dans la coupe, où on va prendre en fait une action qui est en plan séquence, et on va lui élaguer, soit pour des notions de rythme, enfin soit sur du rythme musical ou non, on va lui élaguer des parties, ce qui va amener une rupture dans la temporalité du plan, et cet effet qu'on a l'impression que la personne, quand elle est en mouvement, se téléporte dans le plan. Ça, c'est ce qu'on appelle le jump cut, et ça apparaît dès les 400 coups en 1959, et à bout de souffle en 1960 surtout. Ça, ce sont des films de Godard, et c'est pas pour rien que Quentin Tarantino, il rend un hommage déjà avec la création de sa structure qui s'appelle Bande à part. Alors en version originale, lui, il a dit A Band Apart, mais Bande à part, ça vient, en fait, c'est un hommage à la nouvelle vague française qui est fait par Tarantino sur le nom de la structure de sa société de production, en fait. Donc, ce petit geste, parce que c'est un geste, hein, souvent quand on appelle un geste artistique, ce geste artistique qui a lieu par cet effet de coupe, au moment où Godard le fait, on a, on va dire, le même raisonnement que quand les Sex Pistols font de la musique. C'est vraiment un geste punk, un refus à un moment donné d'une certaine forme d'intelligentsia, voilà, dans le montage, mais il était loin de se douter qu'il allait influencer tout ce qui allait suivre derrière. C'est-à-dire que quand il fait ça dans À bout de souffle, en faisant cette coupe et en amenant ce saut dans le plan, il préfigure et il inspire déjà les futurs frères Ridley et Tony Scott, qui vont réaliser des clips pour une future chaîne musicale qui s'appelle MTV. Il préfigure aussi le style clipesque, voilà, des premiers artistes de hip-hop passant sur la chaîne. Il préfigure, on va dire aussi, le geste artistique de réalisateurs clippers et ensuite de réalisateurs cinéma comme Michael Bay. Et derrière, nous avons en germe, quand on regarde À bout de souffle, voilà, Breathless en version américaine. Si vous trouvez des extraits sur YouTube, hein, vous tapez Breathless Jump Cut Scene par exemple sur YouTube, vous trouverez des extraits. Après, le film est disponible sur Netflix, hein, donc il y a une volonté aussi de Netflix de ramener un petit peu de films de la nouvelle vague, d'avoir des films de patrimoine dans le catalogue. Hein. Ouais, ça leur permet de toucher peut-être les aides du CNC aussi pour la création audiovisuelle, qui sait. Donc on a dans ce film-là, notamment quand Jean-Paul Belmondo, le personnage principal, s'adresse face caméra, donc préparez-vous pour ceux et celles qui ne le savaient pas déjà, mais il y avait une vie avant Deadpool, hein, et le fait de briser le quatrième mur. Comme je vous l'ai dit, ce mouvement contestataire brise toutes les règles, et on a vraiment ce côté où le personnage s'adresse au public, comme au théâtre. Et quand on prend ce pré-face cam et ce style de montage-là, on a déjà en germe tout ce qui va devenir le YouTubage, et alors pas le YouTubage flingué de gens qui n'ont pas compris, qui n'arrivent pas à aligner deux mots sans se couper, on parle des précurseurs du YouTubage, les Norman, les Cyprien, on peut même citer le joueur du grenier, les Squeezie aussi, tous ces gens-là étaient des gens qui ont étudié, voilà, si vous ne le saviez pas, vous pouvez remonter l'information, ce sont des gens en fait qui ont étudié, qui ont fait des études en audiovisuel, et qui se sont servis en fait de cet outil pour faire passer une idée. Si on prend l'exemple de Norman fait des vidéos, lui au début c'était le vrai faux, donc la coupe dans le plan se justifiait en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que en tant que monteur, en tant qu'expert post-production, en tant que formateur et enseignant sur le montage, il est important, prenons une autre expression que j'ai recyclée dans d'autres podcasts, de remettre l'église au milieu du village, et que une coupe dans le plan, quand elle est utilisée dans un sens narratif, comme dans la nouvelle vague, comme dans les débuts du YouTubage, ça a un sens. Quand on la retrouve chez quelqu'un qui ne reprend pas ses codes, ça s'appelle un faux raccord, et ça veut dire que la personne ne maîtrise pas l'outil sur lequel elle est, en fait.
tout bêtement. C'est-à-dire que quand on ne veut pas faire du jump cut pour ces notions, en fait, d'avancer dans le temps, de rebondissement de vrai-faux ou autre, quand on ne fait pas ça, normalement, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne soit dans un format supérieur qui va nous permettre de recadrer, de couper les passages et de changer, en fait, c'est ce qu'on appelle la règle des 30 degrés, donc de changer l'axe et de pouvoir switcher entre un plan rapproché et un plan plus large. Soit on fait ça, soit on shoot à plusieurs cams. C'est comme ça qu'on fait dans le métier. Donc, tous ceux et toutes celles qui me diront « Oui, mais aujourd'hui, on fait comme ça », non. Aujourd'hui, on consomme de la merde sur les réseaux et on est content d'en consommer. Moi, personnellement, j'évite, dans mon métier, dans ce que je transmets, de faire de la merde. Voilà. Et donc ça, c'est de la merde. C'est ce qu'on appelle le faux raccord. Donc, voilà la petite passe, on va dire, sur cette évolution avec le jump cut. Maintenant, on a eu d'autres évolutions dans le temps, voilà, sur ces styles de montage. On pourrait noter que dans ce même refus, un autre mouvement contestataire est arrivé à la fin des années 90 et au début des années 2000, mais il y a il y a des petites différences, mais c'est léger avec la nouvelle vague. C'est le mouvement du dogme qui était mené par Lars von Trier, j'arrive à le dire, j'ai toujours eu du mal à prononcer son nom, et les films notables, c'est notamment le film de Winterberg qui est Festen, ou Les Idiots de Lars von Trier, où là, on reprend cette volonté de revenir à la nouvelle vague, on y met de la couleur et on rajoute un petit peu plus de modernité. On y voit plus la perche dans le champ pour la prise de son ou autre. Il y a vraiment une volonté de casser les codes. Bien entendu, de ça on en est revenu. Donc, vous voyez que en couvrant, au final, en partant de 1895, on a fait un stop au début des années 50, donc les 50 premières années, on va dire même les 30 si on réduit. À partir des 30 premières années, on a déjà les bases de la raison pour laquelle on coupe en fait. C'est-à-dire narrative, le sens du raccord et aussi une notion de rythmique qui va s'adapter à la durée. Et la durée, pourquoi on demande une durée en fait, c'est parce que ça va être diffusé. Donc, prenons aussi le temps, avant de voir les dernières itérations actuelles, prenons aussi le temps de définir ce qu'est une durée, pourquoi on fait une durée. La durée au cinéma, notamment si on définit le cinéma comme étant le podium, le top 1 du marché sur lequel va être exploitée l'œuvre tournée, si on prend ce cas de figure, le cinéma, ce qui est important, c'est que plus la durée est longue, moins on peut faire de projections en journée. Donc ça veut dire que si on fait moins de projections, moins on rentre rapidement dans ses frais. Donc c'est pour ça qu'historiquement, et on avait collé ça au marché des vidéoclubs, au marché de la VHS, mais historiquement, au cinéma, on a toujours préféré une durée efficace qui soit de 90 minutes. Les bonnes vieilles 90 minutes qui ont fait les joies du film d'action. Et ce qui est bien avec 90 minutes, au final, c'est que c'est 3 fois 30 minutes. Donc ça permet d'avoir aussi, que ça soit au montage, au tournage, et même quand on le regarde, même à l'écriture plutôt, c'est d'avoir une structure ternaire, avec début, milieu, fin. Voilà, et d'y placer en fait toutes ces notions de climax, et de faire des rebondissements, des thèses, antithèses, synthèses, etc. Mais globalement, on a cette structure ternaire. Donc, vous pourriez vous dire, mais Eddie, aujourd'hui, le moindre film dépasse allègrement les 1h30. On est plutôt sur 2h30. C'est vrai qu'avec le temps, mais si vous remarquez bien, les films qui dépassent ce temps-là sont soit des films de grosses franchises, soit des films de réalisateurs installés. Si vous regardez les newcomers, donc c'est-à-dire les nouveaux arrivants, leur premier film ou leur second film, ou ce qu'on pourrait qualifier de série B, si on regarde les Jason Blum, donc producteurs émérites de high concept horrifique, on reste toujours sur le 1h30. Voilà. Parce qu'on sait que c'est le seuil de rentabilité qu'on peut, dans une période très courte, par exemple celle d'Halloween, facilement positionner un nombre de séances. Après, l'autre phénomène qu'on a, c'est que si on regarde ces films qui dépassent allègrement les 2 heures, souvent, les 3/4 du temps, ce sont des grosses franchises, mais des franchises à épisodes, c'est quasiment du serial. Si on prend le MCU, ça peut se permettre de dépasser ce truc-là. Alors vous pouvez me dire, parce que c'est le film événement, le gros budget, mais c'est surtout qu'aussi derrière, ça se retrouve sur une plateforme de stream, que ça peut être consommé aussi de manière épisodique, et que cette même plateforme va prolonger l'aventure avec des séries qui y sont accolées. Donc il y a quand même un business model là-dedans,
Et comme le disait justement, parce que j'ai communiqué un peu sur ce podcast, sur les réseaux, sur LinkedIn, comme le disait justement Steven Spielberg, j'ai appris sa citation, aujourd'hui, les gens ne savent plus écrire une histoire. C'est-à-dire qu'ils ont des débuts qui ne finissent jamais. Voilà, il n'y a plus de milieu et de fin, en fait. Et c'est la réalité. Si un mec comme Spielberg le dit, c'est qu'il a forcément raison. Le bonhomme, vu son curriculum vitae. Donc, il y a en premier lieu le nombre de séances à multiplier. Derrière, le second marché qu'on avait, donc j'ai parlé du marché vidéo, mais après il y a eu la télévision. Et la télévision, pendant longtemps, on l'a appelée la petite lucarne. Et la petite lucarne, c'est pareil. C'est-à-dire que le temps, il file. Et moi, j'ai grandi. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas, parce que on va dire que la consommation de programmes télévisuels a été remplacée par un système d'app télévisuel, donc Netflix, Prime Video et même Canal+ a muté dans ce sens-là, donc on ne peut pas dire que ma génération et les générations qui suivent consomment de la télévision comme j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune, mais il y avait le film du mardi soir, il y avait une notion de double programmation, donc ça veut dire que ça commençait à 20h30 pour se finir à 22h, pour qu'il y ait un double programme, un deuxième film qui était souvent une série B. Donc on avait toujours ces notions de durée. On ne pouvait pas se permettre de balancer un film qui dure trop longtemps parce qu'on squeezait le deuxième programme qui ramenait un autre type de public. Donc ça, il y a des notions de access prime time, et ainsi de suite, pour de la coupure pub et compagnie. Le marché de la vidéo, c'était la même chose aussi. Sauf que là, on est sur le pré-ancêtre du streaming, c'est-à-dire que même si on le louait pendant une certaine durée, on pouvait le consommer comme on le sentait. Voilà, c'est un petit peu ce support-là qui a perduré. Donc là, sur la notion même narrative, quand je prends le montage d'une œuvre, voilà, où il y a de la narration, il y a quand même cette notion en fait de s'adapter à un certain type de durée. Et maintenant, si on enlève le côté cinématographique et qu'on prend l'exemple en fait de ce que j'ai pu faire, moi, c'est-à-dire produire des émissions, ces émissions-là s'incluent dans une grille de programme à différents niveaux, et on est encore en dessous de ça. C'est-à-dire que pour le plus gros morceau, on va avoir du 52 minutes, ensuite on va avoir du 26 minutes, du 13 minutes, du 6 minutes, du 3 minutes. Donc tous ces formats-là, plus la durée diminue, plus le rythme va augmenter, le nombre de plans et le rythme à la coupe. Voilà, donc on a des exigences qui sont liées à cela. Donc, et ne venez pas me parler en fait des réseaux, voilà, parce que les réseaux, si on prend par exemple des apps qu'on retrouve en télévision maintenant comme YouTube ou autre, il n'y a pas de notion de durée. La durée est variable, c'est-à-dire qu'à une époque, on disait que sur YouTube, il ne fallait pas faire des trucs trop longs parce que sinon on perdait le spectateur. Aujourd'hui, bizarrement, pour que YouTube perdure de manière qualitative, c'est le contenu qui n'est plus jump-cuté et qui est beaucoup plus long, qui va faire le beurre de cette plateforme-là. Et à côté de ça, une plateforme où on y fait énormément de vidéos, alors pas de la meilleure manière, hein, donc ça, de toute manière, j'assume mes propos. Pour moi, une plateforme comme TikTok, je pense qu'on peut jeter 90% du contenu et n'en garder que 10%. Donc une plateforme comme TikTok, c'est un déversoir de contenu, et bien entendu, la durée n'a rien à voir en fait avec le propos. Voilà, donc gardez ça en tête. Donc ce qui va sortir son épingle du jeu, c'est peut-être la dinguerie qui aura une certaine durée à l'intérieur, la lollerie du truc, ou que ça soit dans un algorithme du moment. Je sais pas moi, si par exemple aujourd'hui c'est de courir tout nu avec son chat sur l'épaule, mais comme c'est la trend du moment, ces vidéos-là vont marcher. Dans 6 mois, elles ne marcheront plus. Voilà, donc là on est sur un côté jetable, éphémère des choses. Donc là, les 3 grands circuits dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cinéma, télévision et marché de la vidéo, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on est des professionnels. Voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, il est plus facile d'être un monteur ou une monteuse sur ce marché-là et de basculer, de faire des choses pour le web que l'inverse. Moi, je l'ai souvent constaté dans le métier. Et je l'ai vu au niveau de 2 logiciels. Historiquement, les gens, alors même si j'ai eu formé sur ce logiciel-là, moi, si on m'a jamais posé la question dans les campus, donc de me demander est-ce que Premiere Pro, ça porte bien le mot pro derrière. Historiquement, c'était pas le cas. Donc, et j'ai toujours vu la différence entre les gens qui avaient commencé le montage sur Premiere et qui passaient sur Avid, ou l'inverse. Ça veut dire que les gens qui passaient de Premiere sur Avid étaient obligés de faire vraiment, d'acquérir des notions obligatoires en montage, qui soient des audio vidéo mixdown, par exemple, de travailler avec des EDL, de travailler une certaine philosophie en termes de codec, de compression,
de gérer toutes ces résolutions-là et des notions de framerate, alors que sur Premiere, ils avaient l'habitude du glisser-déposer, que les choses s'adaptent, donc c'était quelque chose de moins robuste, donc il était toujours plus facile de descendre en gamme que de monter en gamme. Donc c'est pour ça que pour un monteur ou une monteuse, il sera toujours plus facile de descendre en gamme que de monter en gamme. Voilà un petit peu, et c'était bien de remettre aussi, comme je le disais précédemment, l'église au milieu du village, au niveau de pourquoi on fait du montage et quelle est la raison. Donc c'est-à-dire la diffusion. Gardez aussi en tête, autre cas de figure, sur cette petite histoire du montage, de pourquoi il existe aussi, qu'est-ce qui fait aussi un bon montage? Vous m'avez entendu peut-être parler d'un montage qui fonctionnait. On n'arrive jamais à avoir le nec plus ultra. Pourquoi? Parce qu'on a une deadline. C'est-à-dire qu'en télévision, c'est la grille de programmation, et de diffusion. Au cinéma, c'est la date de sortie. Le montage est intimement lié à la deadline. Et c'est cette même deadline qui nous fait opérer des coupes, qui font qu'on retient telle scène ou pas telle scène. Regardez un exemple. Pourquoi il y a des versions longues au cinéma, des director's cut? C'est parce qu'à un moment donné, soit en termes de durée, ça ne rentrait plus, la deadline était présente, il fallait activer le mouvement. Donc tout ça nous donnait aussi une certaine forme de liberté dans la création, c'est-à-dire qu'il y a une deadline. Donc plus on s'en rapproche, plus on va pouvoir se dédouaner des choix qu'on a fait. Et on regardera le montage en lui-même en se disant, effectivement, ça fonctionne. Du moment que ça fonctionne, c'est parti, il faut qu'il vive sa vie. C'est comme un enfant qui arrive à sa majorité, à un moment donné, il faut qu'il vole de ses ailes. Il n'est jamais bon, et ça j'y reviendrai peut-être dans des épisodes spécifiques, ça c'est plutôt l'exemple du corporate, de l'institutionnel, il n'est jamais bon de passer des mois et des mois sur des versions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'au bout d'un moment, excusez-moi l'expression, on tortille du cul, et on n'est pas dans quelque chose d'efficace. On rajoute des trucs, on en enlève, on remet des choses pour pouvoir avoir son mot à dire, mais finalement on y réfléchit. Si on prenait l'exemple en musique, on va prendre l'exemple du groupe Guns N' Roses, les meilleurs albums sont les premiers parce qu'ils les ont sortis à l'énergie et parce qu'il y avait une deadline, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour rester en studio. L'album le plus naze qu'ils aient sorti, c'est Chinese Democracy, c'est l'album le plus cher, ils ont mis 10 ans à le faire avec de multiples personnes, et le résultat, c'est, je pense que quelque part, c'est désincarné. Il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Un petit peu comme une génération d'images par IA. C'est à peu près ça l'idée. Donc voilà un petit peu sur le point de l'évolution. Alors, vous pourriez me dire, Heidi, il y a quoi de nouveau aujourd'hui? Est-ce que depuis le dogme et tous ces refus, est-ce qu'il y a des gens encore qui expérimentent des choses? Eh bien moi, je vais vous donner 2 exemples de gens qui expérimentent des choses. Alors, il y en a un, ça sera plus un exemple de mise en scène qu'on retrouve en montage, via cette idée de plan séquence, et l'autre, c'est vraiment une révolution technique qui sert le récit. Alors le premier cas de figure, ça va être notre ami Chad Stahelski, le réalisateur des John Wick, donc ancien cascadeur qui est passé à la réalisation. Mais pour une fois, le bonhomme a bien fait, parce qu'il a eu une réflexion sur le genre. Donc, il a essayé de travailler le plan séquence, mais il s'est pas foutu de notre gueule, comme on pourrait le faire dans Tyler Rake, en essayant de les truquer numériquement à chaque fois. Quand je dis truquer numériquement, le raccord. Voilà. Donc lui, son objectif, c'est Keanu Reeves ait le moins de temps possible sa doublure à l'écran, et que ça soit Keanu Reeves qui fasse le plus souvent possible, en fait, les actes à l'écran. Donc de temps en temps, il y a de la coupe. Mais plutôt que de faire, comme chez Hitchcock, du plan séquence, comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire en trichant un petit peu sur les mouvements de caméra quand il passe de droite à gauche, il a combiné 2 choses. C'est-à-dire qu'il s'est dit, tiens, les gens qui aiment l'action, c'est peut-être un peu des gros bourrins, donc les 3/4 du temps, ils doivent jouer avec du FPS, en first person shooter, déjà, premier raisonnement. Et l'autre raisonnement qu'on va avoir derrière, c'est que comme il connaît ses classiques, il s'est dit, putain, tiens, Dario Argento, quand il prend une Luma, qui est du coup quoi? Qui est une grue, hein, voilà, qui va passer au-dessus des plafonds, à travers les murs, etc., et qui fait ça dans Phenomena, dans Suspiria ou autre, et il va combiner ces 2 choses, et c'est ce qu'on a dans le John Wick 4, dans le chapitre 4, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la caméra se lève avec la grue, pivote, et nous offre en fait une vue en hauteur. Voilà.
et on a une vue typique limite de FPS où on va voir en fait toute la chorégraphie de Keanu Reeves passant de pièce en pièce et dégommant en fait les gens au lance-flammes, chose qu'il réitérera. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est passé derrière le réalisateur Len Wiseman pour les besoins de Ballerina, parce que Ballerina était reparti en reshoot. Donc là, on voit bien que c'est Chad Stahelski qui a imposé cette scène-là, parce qu'on retrouve la même chose aussi dans Ballerina. Donc là, on a vraiment un effet signature. Donc finalement, au montage, très peu de changements, mais il y a quand même des codes esthétiques et narratifs qui vont être respectés. L'autre personne, le seul réalisateur aujourd'hui qui travaille vraiment le concept à la Hitchcock, c'est Nolan. Et si vous n'aviez qu'un film à voir dernièrement sur l'évolution même du métier de monteur, c'est Tenet. Parce que Tenet, en fait, c'est un palindrome. Tenet, qu'est-ce que ça veut dire palindrome? C'est qu'il se lit dans les deux sens, et il a voulu que tout le process se fasse dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la musique puisse être mise à l'endroit ou à l'envers. Et donc, c'est pour ça qu'elle a cet aspect très particulier, la musique. Que l'histoire puisse se lire à l'endroit et à l'envers, et le monsieur, il a été jusqu'au boutiste, donc rien que pour ça, il aurait mérité un Oscar technique. Alors, j'ai pas vérifié, mais il me semble pas qu'il ait eu un Oscar technique, parce que le montage a ses Oscars, mais on n'arrête pas de se pignoler depuis des années, plutôt sur le côté narratif et moins sur le côté technique. Donc, Nolan est un réalisateur naturaliste qui essaye d'obtenir au maximum ses effets au plateau. Donc il y a très peu de numérique, ou sinon c'est vraiment pour rehausser ce qui a été fait à l'écran. Donc c'est pour ça que dans Tenet on a droit à tout, même à l'explosion d'un vrai avion, comme l'avait fait Cameron pour Terminator 2, il fait exploser un vrai bâtiment. Donc il y a ce côté-là. Donc comme il s'est dit que pour obtenir le côté palindrome, il lui fallait shooter les plans à chaque fois 4 fois, oui, vous entendez bien 4 fois, et il a demandé, parce que c'est un fervent défenseur de la pellicule, c'est pour ça que j'ai insisté sur le côté naturaliste, il a demandé en fait à ce que la société IMAX, parce qu'il tourne en IMAX, lui fabrique en fait une caméra qui puisse enregistrer dans le sens inverse. Donc c'est-à-dire que de manière générale, dans le sens positif de la gauche vers la droite, on enregistre notre vitesse à 100%, comme ce qu'on peut l'avoir en montage, et quand on fait un moins 100%, c'est-à-dire qu'on fait le mouvement inverse. Lui, il a demandé en fait qu'il y ait une caméra sur le plateau qui puisse enregistrer dans l'autre sens. Et pourquoi ça? C'est-à-dire que le monteur, parce que je vous conseille le making-of, et le making-of, vous ne le trouverez pas sur YouTube, il faut acheter ce qu'on appelle un Blu-ray, les amis, avec du vrai making-of sans langue de bois, et donc on y voit le cauchemar de montage que ça a été, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque plan a été fait 4 fois. Donc avec la caméra qui tourne dans le sens correct, c'est-à-dire vitesse 100%, gauche-droite, sens naturel des aiguilles d'une montre. Les personnages ont fait véritablement l'action, et ensuite on a demandé, toujours avec cette caméra normale, aux personnages de faire l'action à l'envers, y compris leur dialogue. C'est-à-dire qu'ils ont embauché un linguiste pour les faire travailler sur une langue qui teste, si on mettait le plan et qu'on le mettait à moins 100%, ce qui a été tourné à l'envers se met à l'endroit, ça sonne pareil. Donc, ils ont fait leur dialogue et leur cascade à l'envers, donc c'est pour ça qu'ils ont même des chorégraphies en ce sens-là, sur la caméra qui tournait normalement, et ensuite sur la caméra qui enregistre à l'envers, ils ont tourné leur scène normalement, puis à l'envers aussi. Ce qui fait que Nolan pouvait s'amuser au montage à jouer avec les différentes temporalités pour obtenir l'effet bluffant que j'ai eu quand moi je l'ai vu, c'était le Covid, je ne l'ai pas vu en salle, je l'ai vu dans mon salon, quand j'ai vu à l'écran qu'il y avait 2 équipes qui marchaient dans un sens et dans l'autre, et j'ai dit bordel de merde, je dis comment il a fait ça? Je ne vois pas, je ne sens pas une once en fait de numérique à l'intérieur. Je dis comment il a réussi ce tour de passe-passe? C'est peut-être le meilleur documentaire que j'ai vu depuis une dizaine d'années. Et c'est des choses qui m'ont nourri, parce qu'on en apprend en fait sur ces raisonnements-là. Et si vous voulez progresser dans votre métier, parce que bon, je sais pas pour vous, mais moi je croise pas des monteurs et des monteuses à tous les coins de rue, ils font pas non plus des masterclass tous les jours, donc c'est vraiment comme ça, en choisissant bien en fait les œuvres qui ont une particularité, et surtout des réalisateurs en fait qui partagent en fait ce sentiment-là, voilà, et notamment leur recherche. Donc merci à Monsieur Nolan. L'autre cas de figure que je pourrais citer dernièrement, mais ça c'est plutôt pour la partie VFX, c'était Gareth Edwards, voilà. Donc le réalisateur de Godzilla qui dernièrement avait fait le créateur, et tout le monde avait été bluffé que le mec est un rendu quasiment Star Wars pour un budget divisé par 2.
Et dans son making-of, sur les FX, il a expliqué la chose suivante, parce que le mec maîtrise à la fois la prise de vue et la gestion des FX depuis son premier film Monsters. Il a expliqué que les 3/4 du temps à Hollywood, voilà, donc vous allez pour un plan, toute l'équipe va modéliser en fait entièrement la scène pour ne choisir qu'un angle de vue. Et bien lui, il est parti avec une seule caméra, il a shooté tous ses plans, et il a livré un ours, voilà, bout à bout, directement au département FX, et ils n'ont construit en 3D ou en matte painting digital que la partie concernée par le plan. Et donc on a squeezé tout l'autre, et imaginez que vous ayez pris que 30 degrés, donc on a squeezé les 330 autres degrés qui étaient généralement fabriqués et qui faisaient que ça coûtait une blinde. Donc ça aussi, c'est un raisonnement que je vous partage qui est très malin. Donc voilà pour cette petite histoire du montage, les raisons pour lesquelles on monte. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, c'est presque le pense-bête de la fin. Donc le montage, c'est quoi ? C'est couper. Donc si on ne coupe pas, on ne fait pas de montage. Et on coupe pourquoi ? On coupe pour des raisons de narration et de raccord, pour des raisons de durée liées à la deadline, parce que au final, on fait du montage parce que l'on diffuse. Donc, merci à vous pour votre écoute. C'était Shot & Cut. Et dans ce premier épisode dédié à la petite histoire du montage, on a découpé l'image et le son. Et coupé. C'était Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son.